Bonsoir à tous et à toutes. On est très ravis de pouvoir vous accueillir sur le webinaire ce soir avec un titre bien important sur la tech peut-elle nous sauver. Je suis Jean Guo, je suis la fondatrice de Connexio, association et organisme de formation. On travaille sur le sujet de l'inclusion numérique, de la diversité aussi. Je suis ravie d'animer ce débat avec une double casquette en tant qu'ambassadrice d'Impact France et aussi comme aussi membre de Task Force Tech for Good. Donc, avant de peut-être lancer dans le sujet aujourd'hui, je veux commencer en fait en ce début d'année parce qu'il est encore temps de se souhaiter des vœux, en tout cas jusqu'au 31 janvier, de pouvoir adresser déjà en fait à chacune et chacun en fait nos meilleurs vœux pour 2022 et aussi quelques vœux justement pour la Task Force Tech for Good et Impact France. Je lui souhaite parmi d'autres choses. On sait qu'avec près de 12 milliards d'euros levés en 2021, la French Tech vient de faire un saut quantique en passant de 4 à 26 licornes en à peine 3 ans. C'est une très belle fierté pour la France, mais nous serions encore plus fiers si ces startups étaient une meilleure illustration de notre monde aujourd'hui et aussi de ces enjeux environnementaux et sociaux. Il faut prendre en compte, par exemple, que le numérique, c'est vraiment dans plusieurs dimensions. Il ne faut pas oublier justement des questions d'accessibilité, de diversité, parmi d'autres enjeux. Donc, pour nous, la prochaine étape, c'est que la Tech for Good puisse connaître le même essor, que nous puissions porter aussi les licornes de demain. Donc, voilà ce premier vœu pour notre communauté, des licornes d'impact. En deuxième, les enjeux environnementaux sont alarmants aujourd'hui. On voit tout ça et le numérique doit aussi prendre sa part, se remettre en question, évoluer vers de meilleures pratiques pour réduire les impacts. Mais en termes d'impact, il est prépondérant de considérer deux axes, à la fois les impacts environnementaux comme sociaux et aussi d'inclusion. Donc, ce deuxième vœu porte sur une intégration constante de ces deux piliers dans toutes nos pratiques. Et enfin, à 2 mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle, notre enjeu aussi, et même plus notre obligation, est de pouvoir porter haut et fort les propositions auprès de tous les candidats pour un numérique plus responsable et plus inclusif. Donc, ce troisième vœu, c'est que nos propositions Tech for Good puissent être entendues, mais surtout aussi qu'elles puissent être portées dans des programmes et traduites en actes dans le prochain quinquennat. Donc, je tenais aussi personnellement à remercier Jean Moreau, notre ancien président de Tech for Good France et aujourd'hui coprésident de Mouvement Impact France et aussi cofondateur et président de Finex. Jean, je te laisse la parole avant de présenter et enchaîner sur notre déroulé ce soir. Merci beaucoup, Jean. Donc, un Jean peut en cacher un autre. Merci pour cette intro. Je vais faire un mot très rapide, simplement pour déjà vous accueillir tous, vous remercier de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Et puis rebondir sur ce que tu as dit, Jean, en intro, qui me paraît très juste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie des rageux qui trouvent que le French Tech lève trop d'argent, que ça n'a pas de sens, que ça va dans n'importe quelle direction, même si à certains égards, c'est assez étourdissant. On est très content pour l'écosystème French Tech dont on fait partie. Et je dis souvent d'ailleurs que la façon dont la marque French Tech a structuré tout l'écosystème de la tech en France est une super réussite et une super inspiration pour nous, ce qu'on aimerait faire sur l'écosystème de l'impact, c'est-à-dire structurer une filière de zéro comme vous l'avez fait, avec des pionniers et puis ensuite d'autres qui arrivent assez vite. Donc, on est très contents et très fiers et on trouve que c'est une super Noël. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on prend, comme l'a dit Jean, l'actualité avec Exotech qui est devenu la 25e ou 26e licorne, je crois qu'il y a un tout petit débat là-dessus, et qu'on se dit qu'avec 3 ans d'avance, on a atteint l'ambition. Ce qui est assez rare en tant qu'entrepreneur, je suis bien placé pour dire que c'est rare qu'on soit en avance sur un business plan et qu'on surperforme. Donc, bravo à tout l'écosystème et bravo à ceux qui ont réussi à porter ça. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser les bonnes questions, à se dire, OK, profitons-en pour prendre un pas de recul et se dire quelle est la suite, à la fois dans la finalité. C'est quoi le why, quel est le modèle d'entreprise qu'on veut porter, et comment utiliser la tech et sa puissance d'impact et de démultiplication
pour s'attaquer à des problèmes d'intérêt général. Ça, c'est plutôt sur le why. Et deuxièmement, comment on y va? Comment on y va? Et est-ce qu'on ne peut pas inventer un modèle de croissance qui soit un peu plus soutenable et qui place le curseur du partage de la valeur et du partage du pouvoir sur des modalités un peu différentes que dans le monde du venture capital traditionnel et de la startup telle qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà les deux dimensions sur lesquelles on va probablement un peu échanger ce soir, à la fois le why et le how, qui nous paraissent toutes les deux assez importantes et sur lesquelles en tout cas on a des idées et des contributions à apporter au débat, et on sera ravis d'avoir aussi celle de nos panélistes de renom. Merci à tous et bon débat. Je vais suivre avec un grand intérêt. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean. Donc, pour avancer dans le débat et aussi d'apporter une réflexion sur justement la tech comme moteur de réinvention, comme solution, nous avons choisi d'avoir en fait parmi nous ce soir 4 experts qui portent des visions très complémentaires au sujet. Donc, pour proposer un peu un tour d'horizon complet, nous aurons suite à ces 4 interventions, la présentation de propositions, justement, en fait, de plaidoyer qui sortent de notre task force Tech for Good. Et enfin aussi, en temps de questions-réponses, justement, suite à tous ces échanges, tous les sujets, on va évoquer dans le prochain minutes. Donc, si vous avez déjà des questions, je vois en fait on a un chat assez actif, donc n'hésitez pas en fait à noter vos questions en fait au fur et à mesure. On va essayer en fait de faire en fait à la fin qu'on peut justement en fait reprendre au maximum de vos questions. Voilà, donc je pense que je vais rapidement présenter nos intervenants ce soir et ensuite justement en fait les laisser la parole. Je vais commencer avec Clara Chapaz, qui est directrice de la French Tech. Clara a été nommée directrice de la French Tech en novembre 2021. La French Tech, la mission French Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, est une administration placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et chargée de soutenir la croissance de l'écosystème des startups françaises. Donc, lors de ses fonctions, Clara aura pour objectif de faire passer la mission French Tech à l'échelle en soutenant la croissance et l'internationalisation des scale-up de la French Tech, en promouvant bien sûr la diversité dans l'écosystème et aussi en accélérant son développement afin de permettre la croissance des startups. Avant de rejoindre la mission French Tech, Clara a occupé différents postes de direction au sein des startups dans le monde entier, comme chez Vestia Collective, List et d'autres, elle aura parmi d'autres startups. Maintenant, je vous présente aussi Paul François Fournier, qui est directeur exécutif et direction innovation de BPI France. Paul François est depuis avril 2013 directeur de l'innovation et membre de comité exécutif de la Banque publique d'investissement BPI. Il est en charge de financement d'innovation, des investissements en capital risque, de la mise en place du plan d'e-tech ainsi que des activités d'accompagnement des startups. Paul François a rejoint le groupe avant ça, le groupe France Télécom Orange en 1994, après un parcours de 7 ans dédié au développement des services aux entreprises. Il devient en 2001 directeur de business haut débit de Vanadoo, où il a assuré le décollage en France des offres ADSL qui sont passées de quelques milliers des clients à 3 millions en fin 2004. Et au-delà de son expérience dans le domaine des services Internet et des partenariats, il a une excellente connaissance opération du marketing de l'innovation. Voilà. Et en troisième, je passe à Jean-Gabriel Levon, vice-président d'Insact. Ingénieur d'école polytechnique et diplômé de HEC, il est chargé de la direction impact de l'entreprise. Il avait fondé Insact à Paris en 2011 avec 3 autres cofondateurs, des scientifiques et aussi des écologistes. Insact est une entreprise qui transforme les insectes en ingrédients premium à haute valeur ajoutée pour les animaux, les poissons, les plantes, les autres humains. Et Insact propose une solution écologique, saine et durable pour répondre à la demande mondiale croissante de consommation des protéines et des plantes. Aujourd'hui, en fait, Insact vient de lever en fait
à l'année, en fait, 425 millions de dollars auprès de fonds d'investissement. Donc, ça devient justement en fait un de nos acteurs croissants dans l'écosystème tech. Last but not least, je vous présente Sylvain Baudouin, qui est Big Data Product Owner et bénévole auprès du Shift Project. Sylvain est professionnel de l'IT, bénévole auprès de Shift Project, une association et un laboratoire d'idées qui s'est donné pour objectif l'atténuation de changement climatique. Il est notamment co-auteur de rapport d'octobre 2020, déployer la sobriété numérique, qui a pour objectif d'identifier les apports essentiels du numérique à la transition énergétique et de les mettre en regard du coût environnemental de leur mise en place pour, à terme, être en mesure de construire les stratégies pertinentes et efficaces. Voilà. Donc, sans autres délais, je propose qu'on commence justement en fait notre débat ce soir. Donc, je vais passer la parole à Clara. Voilà, en tant que directrice de la mission French Tech, elle est au cours de sujet porté par la tech. Voilà, Clara. Merci Jean pour cette introduction et merci au Mouvement Impact France de nous recevoir ce soir sur cette thématique assez engagée. En effet, la tech peut-elle nous sauver? Sans préavis, je dirais que la tech nous sauve déjà pour commencer et que bien sûr, elle peut faire plus et c'est l'objet de la réunion de ce soir et je suis ravie de pouvoir participer à cette discussion parce que c'est, comme tu l'as dit, dans les objectifs de la mission French Tech de pouvoir toujours accompagner le développement de la tech en France, mais sans compromettre les valeurs qui, je pense, sont dans notre ADN français et qu'on peut porter au travers le développement du numérique. Pourquoi la tech nous sauve? Parce que Jean, et non Jean, deuxième Jean, on a parlé un peu tout à l'heure, mais on est sur une accélération exceptionnelle de l'écosystème. La mission French Tech avait été lancée en 2013 avec une idée, je pense, un peu folle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément énormément de structuration de l'écosystème autour de la French Tech. Il n'y avait pas d'attractivité très reconnue de la tech en France. Mais on a vu une accélération phénoménale, notamment cette dernière année avec les chiffres que vous avez donnés, que ce soit sur les licornes ou sur les levées de fonds, etc. Mais surtout, je pense, le plus important, c'est sur le passage à l'échelle des solutions que proposent les entreprises de la French Tech qui sauvent au quotidien les Français et l'international, parce que la plupart de nos entreprises commencent à se développer très fortement à l'international, des solutions qui permettent de mettre l'innovation au cœur du quotidien, que ce soit via les entreprises de la santé. On connaît tous Doctolib et l'implication de Doctolib dans la crise sanitaire qui a été, je pense, un énorme outil pour tous, mais aussi bien sur des objectifs de financement avec toutes les startups de la FinTech, de nouvelles façons de consommer, je pense à Back Market, Vestiaire Collective, l'éducation, Open Classroom. On a des acteurs qui sont partout et qui apportent des solutions concrètes aux enjeux de l'innovation et du monde de demain. En plus, on a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont très engagés et qui s'engagent de plus en plus, que ce soit des entreprises à mission, comme Insect, on a la chance d'avoir Insect aujourd'hui sur le panel ce soir, e-commerce ou encore Open Classroom, qui accompagnent des entreprises qui accompagnent des publics spécifiques comme Coptalis ou qui vont chercher des labels qui parfois peuvent être contraignants, mais qui vraiment démontrent leur engagement, comme le label B Corp. On voit que l'écosystème se met en place et prend ces problématiques. Et donc, au-delà d'être un écosystème qui crée de l'innovation, c'est un écosystème qui crée de l'emploi. On a aujourd'hui à peu près 1 million de personnes qui travaillent dans la tech en France de façon directe ou indirecte. Et ce chiffre devrait doubler d'ici 2025. Mais de l'emploi qui met justement cette innovation au service de tous. Et je pense que c'est ça qu'on est aujourd'hui très fiers et très heureux à la French Tech de soutenir cet écosystème. Cependant, certes, la tech nous sauve, mais peut-elle aller plus loin? Oui, certainement. On a parlé d'écologie, on a parlé de société dans l'introduction. Ce sont des enjeux sur lesquels on a une carte à jouer qui est extrêmement importante. Je pense notamment, pour commencer par là, aux enjeux de diversité. On voit que l'écosystème est en très forte croissance, mais si c'est pour tomber sur un écosystème finalement qui ressemble au monde économique d'hier, c'est-à-dire avec très peu de diversité de genre, très peu de diversité socio-économique, ce n'est pas, je pense, l'écosystème d'innovation que la French Tech peut porter et se doit de porter.
parce que ce pouvoir d'innovation qu'ils ont sur toutes les verticales qu'on a citées, on peut aussi le mettre à disposition du modèle d'entreprise. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très investi à la French Tech, avec des programmes dont j'aurai l'occasion de parler, comme French Tech Tremplin, qui permet vraiment de donner accès à la tech à tous et de rapprocher les talents de l'écosystème. Mais aussi sur les sujets d'écologie. On a une carte à jouer en France, et je pense que beaucoup des entreprises qui sont ici ce soir en témoignent sur l'écologie. Il n'y a pas de grand gagnant aujourd'hui de la green tech, que ce soit les Américains ou les entreprises asiatiques, et on a des très belles entreprises, des très belles technologies qui peuvent trouver des solutions aux problématiques de demain. Et on les accompagne grâce notamment au Green 20 qui a été lancé l'année dernière, qui est un programme dédié à l'accompagnement de 20 entreprises qui trouvent des solutions à la transition écologique, qui ont un fort potentiel d'innovation, mais aussi un fort potentiel de croissance. Et c'est ça, je pense, le futur de la tech, c'est d'arriver à concilier cette croissance et l'impact. Et grâce à des mouvements comme le vôtre, je suis sûre que les uns et les autres pourront apprendre des succès que vous voyez dans vos membres et qu'ils peuvent partager avec le reste de l'écosystème. Merci Clara, et je pense qu'on va aussi échanger avec les programmes comme le French Tech Tremplin. Je pense que ça fait partie des enjeux qui sont très importants aussi pour parler des entreprises et aussi les talents qui vont aussi nourrir justement cet écosystème d'entreprises. Donc peut-être maintenant, je vais passer la parole pour François pour discuter aussi et en fait pour vous aussi nous parler de votre perspective sur le sujet. En plus des licornes, comment on peut embarquer aussi les PME, les autres entreprises justement. Merci beaucoup. Effectivement, merci de votre invitation à cette réunion. C'est aussi l'occasion de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait évidemment chez BPI France. Vous parliez tout à l'heure du début de la French Tech. C'est vrai que depuis 2013, on a essayé de construire avec BPI France un objet qui a de l'impact. Mais cet impact, au début, on l'a beaucoup centré sur en fait, l'impact économique, pour être direct avec vous, et essayer de construire une banque publique qui soit capable d'avoir un impact sur le financement des entreprises, qui aide le financement de l'écosystème, des fonds et des entrepreneurs, que ce soit d'ailleurs sur la tech et aussi sur l'écosystème des PME plus traditionnels. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on se pose de plus en plus de questions au niveau du comité exécutif, mais finalement aussi de l'ensemble de nos collaborateurs sur, en fait, maintenant que l'outil fonctionne à peu près, évidemment, on a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit encore plus efficace, mais qu'on a passé quelques étapes. En fait, la question, c'est comment on peut avoir plus d'impact, au fond, au-delà de cet impact économique sur ce qu'on construit, qui est une question difficile, en fait, parce que c'est une question d'abord qui est une question, encore une fois, de beaucoup de nos collaborateurs. Donc, c'est une bonne question et on est obligé d'y répondre. Et pour une entreprise comme la nôtre, c'est une bonne façon de se transformer, parce que si on n'est pas en adéquation avec les attentes de ses collaborateurs et aussi de ses clients, on passe à côté. Et c'est une question difficile parce que, inversement, en tant que financeur, se pose la question de, au fond, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et au fond, quelle est notre légitimité aussi j'allais dire, à répondre, ou jusqu'où est notre légitimité. En fait, cette question, on a donné une première réponse qui est en fait la réponse qui est aujourd'hui la plus structurante, et je reviendrai après ce qu'on fait plus généralement, qui est en fait autour du climat. En fait, évidemment, la première question auquel on a dû répondre, c'est de dire, en fait, devant cet enjeu climatique qui est monté en puissance, heureusement, depuis 2-3 ans, comment nous, BPI France, on y répond. Et donc, cet enjeu du climat, on a décidé, il y a 2 ans, avec l'État et la Caisse, nos actionnaires, de dire, en fait, on veut maintenant que BPI France devienne la banque du climat. Et donc, qu'au fond, on réfléchisse de plus en plus tous nos outils pour qu'ils impactent l'écosystème des PME et des startups, pour faire en sorte que à la fois les PME, les ETI et l'ensemble des entreprises traditionnelles puissent répondre à cet enjeu et que, évidemment, l'écosystème de la tech soit au service de cet enjeu. Ces 2 enjeux, en fait, très différents mais très complémentaires. D'abord parce que si on prend au fond les PME et les ETI sur ce sujet du climat,
En fait, c'est un enjeu qui est fondamental, mais sur lequel aujourd'hui, les entrepreneurs, les patrons de PME se sentent complètement isolés et parfois à forte distance de comment on résout cette équation. Et donc, tout notre enjeu, c'est de bâtir une solution globale en termes de financement, d'investissement et d'accompagnement pour que, non pas comme certains le font ou l'ont fait, on puisse dire, au fond, le portefeuille de BPI France, et comme on nous y a parfois poussé, le portefeuille de BPI France est décarboné à l'horizon 2030 ou 2040 en essayant d'avoir son drapeau le plus vite possible. En fait, nous, on a décidé de prendre un parti pris très différent, qui est parfois un peu contre-intuitif, qui est de dire, en fait, nous, on veut être la banque qui va être le plus à proximité pour essayer de faire en sorte que le maximum de PME et de TI puissent rentrer dans le champ de l'économie de demain qui soit décarbonée. Donc, on veut être inclusif, on veut être accompagnant, et l'enjeu pour nous n'est pas de se dessaisir de toutes ces PME et ces ETI sur lesquelles on est déjà en financement ou on est investisseur en disant, ben, en fait, maintenant, vous gérez du carbone, vous avez un impact négatif et donc on ne vous veut plus comme client, qui est un peu la tendance mécanique qui est en train de se mettre en place et qui nous fait peur. Nous, au contraire, on veut essayer d'accompagner au maximum les PME, les ETI, les entrepreneurs, leur mettre des outils pour faire en sorte que le maximum encore d'entre eux et qu'on ait le minimum qui reste au travers de cette transformation et qu'on en laisse le moins possible au bord de la route. C'est un enjeu où il va falloir de la technologie et où clairement les outils digitaux vont jouer un rôle important. Et donc, on est en train de s'équiper de tout un tas de dispositifs d'accompagnement pour faire en sorte que les gens puissent faire des autodiagnostics. On a déjà fait 700 diag écoflux. On va lancer l'année prochaine le diag décarbonation, plein d'outils pour faire en sorte que chaque année, des milliers d'entrepreneurs puissent avoir des solutions qui répondent à leurs besoins pour commencer à se mettre le pied à l'étrier et commencer à ensuite avoir les outils de financement et de transformation. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, elle est évidemment autour de nos sujets de la tech. C'est que, au fond, quand on regarde les différentes études, il y a tous les cabinets confirment que, en fait, si on veut arriver à 2050 à zéro neutre carbone, il manque à peu près 40 à 50% de tech. Hein, d'accord. Donc aujourd'hui, quand on dit on va y arriver, et on voit bien que ça va être dans des conditions qui sont difficiles, déjà, on prend un parti pris que 40 à 50% des techs n'existent pas. Et donc, nous, on veut faire de ça une opportunité. On veut que la France soit un des leaders de ces 40 à 50% de tech qui vont nous permettre de résoudre cette équation. Et donc là-dessus, l'État, évidemment, soutient massivement en nous donnant des moyens très importants au terme de financement, de fonds propres, et en particulier avec un plan qu'on appelle le plan Deep Tech qui vise à accélérer le transfert de technologies. Et la bonne nouvelle, c'est que ces technologies qui sortent des laboratoires, c'est des technologies à impact. C'est des technologies autour de la santé, c'est des technologies autour du climat, c'est des technologies autour des nouveaux matériaux qui vont répondre efficacement. Et donc, on veut et on a l'ambition de financer 10 000 projets sur les 5 prochaines années autour des green tech et ensuite de financer et de faire en sorte qu'il y ait un écosystème de capital risque qui permette de scaler ces entreprises pour que véritablement, à l'horizon de 2050, elles fassent un impact important et qu'elles soient, comme on le disait tout à l'heure, des licornes de demain. Donc voilà, grosso modo, comment on appréhende le sujet. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à prendre le sujet, en particulier sur la tech, autour du climat, en fait, on voit que l'ensemble des autres sujets viennent de façon systémique, puisque, en fait, ils se répondent les uns les autres. Et donc, on est en train d'avoir une approche beaucoup plus large, en tout cas sur la tech, qui évidemment va sur tous les sujets autour de l'impact, puisque là encore, nos collaborateurs nous disent c'est bien le climat, mais sur la tech, ce n'est pas la seule question. Il y a aussi des questions d'inclusion, de diversité, il y a des questions beaucoup plus larges de recyclage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Et donc, son moteur, et ça pour nous, c'est évidemment un formidable outil de motivation pour accélérer encore sur tous ces sujets. Merci pour François et justement pour avoir en fait une vision un peu plus aussi sur les PME, les ETI aussi et comment en fait justement en fait on peut en fait embarquer un peu à tous les niveaux ensemble dans
sur ces enjeux. Donc maintenant, je passe la parole à Jean-Gabriel, toujours un peu dans cette approche de complémentarité des points de vue aussi. Nous voulions justement avoir le tour d'expérience d'un acteur clé dans cet écosystème. Donc, Jean-Gabriel, à vous aussi, sur un peu votre retour à cette question, vos réactions et aussi vos engagements chez Intact. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup François et puis Clara sur vos interventions. Je pense que ça va dans le bon sens. Je disais les questions dans le chat sur la tech peut-elle nous sauver? C'est vrai qu'on peut interroger tous les mots. Hein. De quelle tech on parle, de quel nous on parle, de quel sauver on parle. Enfin, c'est un peu vaste. Je pense que clairement, la tech au sens innovation va contribuer à attaquer les challenges que va nous apporter ce siècle-là. Très clairement, ça ne sera largement pas suffisant. On a besoin d'attaquer tous les sujets en même temps, en parallèle. Le climat en est un. Voilà, Climate Action, c'est un des 17 ODD des Nations Unies. Il y en a 16 autres. Hein. Il y en a aussi un qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la gouvernance et comment on fait pour ne pas tous se taper dessus pour les dernières ressources qui restent. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Le côté pareil, Tech for Good, de quel good on parle, quoi. Il y a des vraies questions culturelles aussi autour de ces enjeux-là sur quel monde on veut. Des pubs récemment sur le retour à la vie d'avant avec des gens qui sirotent un cocktail sous des palmiers à l'autre bout du monde, comme ça, où on a une vraie révolution culturelle à faire, en fait. Bref, qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? C'est une vraie question. Je pense qu'il faut s'y mettre, je pense qu'il faut se former, je pense qu'il faut lire la véritable pluie de rapports qu'on a en ce moment. Voilà, j'en profite d'être là aussi pour remercier Shift Project là, qui fait un taf monstrueux de structuration en ce moment de tous ces enjeux-là. Les derniers rapports du GIEC, l'IPCC. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder, par exemple, les objectifs de réduction. Donc, en ce moment, au niveau européen, on parle beaucoup du Fit for 55. Donc, le 55, c'est 55% de réduction par rapport à Kyoto. Donc, Kyoto, c'était 1990. Le GIEC de 2015, c'est par rapport à 2010. Celui de cet été, c'était par rapport à 2020. Il y a plein d'enjeux de réduction. C'est très fluide. Il y a beaucoup de choses à travailler. Le climat, on commence à être à peu près bon. La biodiversité, on est loin du compte. Voilà. Moi, l'interrogation que je me porte dans tout ça, c'est de me dire, voilà, entre guillemets, de prendre le temps de respirer, le temps de se former et d'agir juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Je trouve que dans les derniers mois, on a eu pas mal de choses se passer. Avec, par exemple, à la fois des super avancées sur tout ce qui est agriculture régénérative. Ça, c'est génial. D'un autre côté, on peut voir aussi des technos qui émergent où des fois, on se pose la question du bien fondé. Est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas? Ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Donc, la tech for good, la tech peut-elle nous sauver? Je pense qu'il y a un vrai débat de fond à savoir de quel good on parle et de qu'est-ce qu'on a besoin de sauver. Voilà, moi, c'est surtout ces interrogations-là que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse, très clairement. C'est plutôt des interrogations et je pense que c'est important. Nous, notre contribution à Insect, après, elle est assez simple. Notre raison d'être, c'est de nourrir le monde et de le faire de la façon la plus durable possible. Ce qu'on fait, c'est que depuis 2015, on travaille sur notre impact climat, notre impact biodiversité. Moi, en tant que fondateur, maintenant, ça fait 3 ans que je suis Chief Impact Officer. Donc, mon job, c'est la stratégie climat et biodiversité de la boîte. Et ça se travaille à tous les niveaux. Ça se travaille au niveau chiffres, ça se travaille au niveau social, ça se travaille au niveau gouvernance. Et pour parler un petit peu de résultats, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? En décembre de l'année dernière, on a eu une première décision de board à 18 ans. C'est-à-dire qu'on a pris une décision de board sur les 18 prochaines années
sur notre programme d'agriculture régénérative, qui est à la fois une contribution concrète à notre territoire et puis aussi une vraie démarche de maîtrise du risque climatique qui, nous, peut nous impacter au premier chef. C'est-à-dire que si les champs ne produisent plus rien, on ne peut plus nourrir nos scarabées et on est out of business, quoi. Donc ça, c'est un premier résultat. Sur le côté social, ça a été des réflexions, alors, surtout portées par le framework B Corp, qui est génial, que je recommande à tout le monde, qui en plus est gratuit au niveau de l'évaluation. Ça a été des mesures comme, on a passé le SMIC chez nous, on a fait plus 35% sur le SMIC, parce qu'on pouvait, en fait, on a fait les calculs, on pouvait. C'est des choses comme ça, donc je pense qu'il faut faire des choses, il faut essayer de faire des choses pragmatiques et réfléchir au moyen terme. Comment on peut avoir des mesures qui ne sont pas juste dans le temps présent, un peu dans le sensationnalisme, des choses qui portent loin. Voilà, et je vais m'arrêter là. Oui, donc merci Jean-Gabriel. Je pense qu'il y a aussi des questions, des réflexions et comme peut-être, et pour ça, en fait, on avait justement choisi ce sujet et cette question. C'est aussi des choses, des interrogations en fait, posées ensemble aussi sur la partie for good, pour qui, pourquoi. Je pense qu'il y a quand même aussi, je pense que certaines, justement, en fait, des questionnements et c'est pour ça, je pense qu'on étudie ça aussi. Pour pouvoir en fait prendre les différentes perspectives. Et donc, last but not least, je vais passer la parole à Sylvain Benevol pour le Shift Project, qui va nous partager justement aussi son analyse du numérique à travers les conséquences climatiques et environnementales, ce qui nous permet aussi d'avoir une couverture plus large du sujet, aussi bien sur le côté entrepreneur, impact et environnement. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de prêter le micro pour expliquer un petit peu notre positionnement et un petit peu les choses qu'on peut remonter au travers de nos différents travaux. Alors, on ne serait pas Shift Project si on n'est pas des slides, des graphes et des chiffres à montrer. Alors, je vais appuyer mon discours. En fait, ce que je vais essayer de démontrer en fait, à travers cette présentation, c'est que le numérique c'est pas que du virtuel, c'est qu'il y a un vrai impact tangible, concret, qu'on commence aussi à voir en termes de retour. Le climat, l'environnement commence à avoir un impact qui se voit sur nos activités et ce qu'on peut faire avec le numérique. Pour vraiment cadrer le sujet et se rappeler un certain nombre de questions fondamentales qui ont déjà été abordées, qu'il faut qu'on se pose lorsqu'on veut aborder des sujets notamment liés au numérique. J'espère que tout le monde voit mon écran. Shift Project, je vais passer le slide rapidement, parce qu'on en a déjà parlé. Ce qui est important de voir dans le numérique, c'est un petit peu tout le périmètre qu'on aborde au travers des choses. Ça va à la fois des terminaux, des modules de connexion IoT, on en parlera un tout petit peu après, des réseaux de télécom et des centres de données. Centres de données, c'est là où on fait tous les traitements. Quand on parle de choses comme Facebook, le métavers, ce genre de choses, ça tourne globalement dans des gros centres, des grosses usines en gros, à machines. Ça calcule plein de choses et ça les envoie sur nos écrans et nos terminaux via les réseaux. L'impact qu'on va identifier autour du numérique concerne tout ce périmètre-là et on essaie d'avoir une vision sur à la fois la production des outils, enfin des produits numériques et les usages et la fin de vie. On a une espèce de biais cognitif qui fait que souvent en fait, on va se concentrer sur l'usage parce qu'en fait c'est ce qu'on a devant notre écran, on a notre ordinateur, on a notre téléphone et qu'est-ce qu'on fait avec? On n'est pas juste en train de le fabriquer, souvent même d'ailleurs on ne l'a pas fabriqué, on fait juste l'utiliser. Et donc souvent le numérique, nous on le voit au travers de l'usage. Il y a des vraies questions fondamentales à se poser au travers de l'usage, mais il y a quand même une part liée à la production qu'il ne faut pas occulter. Cette part de production, en fait, est d'autant plus vraie qu'en France, on a un énorme avantage, c'est qu'on a une électricité qui est très peu carbonée. Globalement, au niveau monde, on estime que la part de l'impact climatique, alors, le début de la présentation est surtout orienté gaz à effet de serre, impact sur le climat, mais globalement, et sur l'énergie, c'est à peu près les mêmes chiffres. On est globalement à l'échelle du monde, 40% de l'impact qui est lié à la production et 60% lié à l'usage. L'usage, donc ça va être justement ce qu'on fait, beaucoup la consommation d'énergie au moment de l'usage. Comme on a de l'énergie, très peu d'électricité, très peu carbonée en France,
En fait, on peut ramener cet impact lié à la production à 70%, donc on passe de 40% d'un côté à 70%. Si en France, on se concentre trop sur l'usage, qui est quand même assez fondamental, on oublie quand même une grande partie du problème qu'on a à traiter au niveau de la production. On abordera, je pense, un peu plus tard des solutions qui sont possibles pour traiter cette part-là du problème. Et l'économie circulaire, l'économie sociale et circulaire a beaucoup de choses à apporter comme réponse à ce niveau-là. Le problème qu'on va retrouver avec le numérique, c'est qu'en fait, ça croît de partout. Alors, je ne vais pas répondre effectivement à la question, non plus, je n'ai pas les réponses, à savoir si c'est bien, si ce n'est pas bien. Ce qu'il faut voir, c'est que tout dans le numérique augmente. Ici, on parle de gaz à effet de serre, donc on a une tendance qui est sur à peu près un recul d'une décennie qui montre que globalement, on a 6% d'émissions de gaz à effet de serre tous les ans en plus qu'on peut associer au numérique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des impacts qui sont dans le numérique supérieurs à ce qu'on a avec l'aviation civile. Ça reste encore loin de l'élevage et de la voiture, mais disons que d'ici la fin de la décennie, si on ne fait rien, on sera à ces hauteurs-là et voire on les aura même dépassées. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est quand on voit toutes ces courbes qui croissent, et je vais en montrer encore d'autres derrière, ça monte, c'est bien, mais sauf qu'en fait, le chemin qu'on est censé prendre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt une pente descendante. Une pente descendante qui est assez sévère. Et aujourd'hui, en fait, on est sur des tendances qui sont assez différentes et qui permettent vraiment de questionner le rôle concret du numérique en particulier là-dedans. Alors, je parle du numérique, je ne parle pas de toute la tech, effectivement, la terminologie peut être importante, mais la numérique est une tech. Je parle d'une tech assez particulière. Mais globalement, on peut questionner le rôle du numérique sur les tendances qu'on veut voir en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Plus 6%, plus 1,3, sachant qu'en cible, aujourd'hui, si on se décide à faire des choses, on est plus sur des choses à faire de l'ordre de moins 7 ou moins 8% par an. L'énergie, rapidement, on a surtout beaucoup de terminaux, de plus en plus de terminaux. On va doubler le nombre de terminaux d'ici la fin de la décennie, ce qui fait que globalement, on va consommer beaucoup plus d'énergie, à la fois sur nos terminaux, à la fois sur les réseaux, et à la fois sur les centres de données. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait tourner Facebook. Plus de terminaux veut dire plus de demandes sur Facebook, plus de développement de nouveaux services numériques, donc plus d'impact sur les data centers. Là où on commence à avoir des soucis, c'est qu'en Irlande, donc ce n'est pas très loin d'ici, depuis le milieu de l'année dernière, ils commencent à se poser des questions. Ils ont beaucoup de data centers, beaucoup de personnes qui veulent faire du data center chez eux. Ils commencent à se poser des questions sur la fourniture de l'énergie, de l'électricité pour alimenter les data centers versus la population. Ce choix-là, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent. Un autre impact concret qu'on a entre l'environnement et le numérique, donc l'année dernière, avec le Covid, la reprise de l'économie suite à la gestion des différentes crises dans le monde. Donc, le numérique, on s'est aperçu qu'il y avait un souci de production de tous les composants électroniques, parce que les gens étaient malades, etc. Cette crise a malheureusement été aggravée légèrement parce qu'il y a eu des sécheresses et que le numérique, pour produire le numérique, c'est énormément d'eau. C'est énormément d'eau et c'est aussi énormément d'autres minéraux, d'autres outils, d'autres choses. Un smartphone, ce n'est pas juste 200 grammes de matière dans la main. En fait, derrière, c'est plusieurs centaines de kilos de matière qui ont été mobilisées, extraites du sol, assemblées pour produire un smartphone. Quand on prend l'exemple d'un téléphone, d'un ordinateur portable, on estime à 400 fois le poids de l'ordinateur portable tout ce qu'il a fallu extraire du sol et manipuler aussi comme ressources naturelles, y compris du pétrole, pour produire ce téléphone. Ça a un impact forcément derrière sur la fourniture et la chaîne de production d'alimentation de tout le cycle en métaux en particulier. Et ces métaux rentrent malheureusement en conflit, les métaux du numérique rentrent malheureusement en conflit avec les métaux qu'on va utiliser sur les énergies renouvelables. Des métaux qui sont également des ressources précieuses et rares sur Terre, et on commence à toucher des limites de ressources qui font qu'on devrait réellement se poser des questions. Ces questions, c'est maintenant qu'il faut qu'on se les pose. On n'a malheureusement plus tellement le temps de réfléchir à ce qui va se passer.
Dire que la tech va nous sauver, honnêtement, je ne sais pas. Effectivement, comme disait Jean-Gabriel, je ne sais pas de quelle tech on parle. En ce qui concerne le numérique, on a déjà des éléments, on peut quand même se poser des questions. On constate aujourd'hui des impacts du numérique sur l'environnement et de l'environnement sur le numérique. Il faut qu'on se pose des questions. C'est l'ensemble, c'est l'objectif un petit peu, si vous voulez, des travaux du Shift Project, c'est de questionner le monde, questionner l'environnement dans lequel on évolue, et pour être sûr en fait que les choix et les décisions qu'on va prendre, on va les faire collectivement, en ayant chacun compris les enjeux et en ayant tous collectivement décidé de ce qu'on veut faire de ces différents outils, numériques ou pas, qu'on va utiliser, qu'on veut construire pour le futur. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Sylvain, et aussi surtout pour nous donner en fait, parce que je pense je pense d'un côté peut-être on le voit aussi d'un côté les différents bénéfices, la croissance, l'accélération, et d'autre côté aussi en fait nous parler aussi un peu des risques, un peu les enjeux derrière. Donc je pense que oui, ces questions sur la taxe fatale nous sauver, c'est vraiment une question aussi de quel cas de tech en fait dont on parle en fait concrètement, et justement en fait pour les enjeux futurs, comment en fait on y arrive. Donc je pense que je vais enchaîner. Je sais que vous avez des questions, on va essayer de recouper ça pour pouvoir répondre en fait au maximum des questions à la fin. Maintenant je vais procéder à la deuxième justement étape de notre rencontre ce soir, et présenter aussi les propositions du PD Tech for Good, qui sera réparti en termes de présentation entre moi, Julien de Vendredi, Mélanie de Socience. Voilà, donc pour en fait parler un peu de notre justement le constat et un peu le contexte derrière nos propositions. Notre enjeu aujourd'hui, c'était de aussi face en fait à ces grands constats, comment en fait on travaille justement sur des propositions concrètes qui peut nous aider en fait à aller plus loin, et aussi dans l'action. Donc pour nous, avec le Task Force Tech for Good, on avait travaillé ces derniers mois justement sur des propositions qui touchent justement plusieurs dimensions quand on parle de Tech for Good, qui va des questions en fait justement sur l'empreinte justement carbone en fait sur les questions d'accessibilité, des enjeux justement environnementaux. Donc on avait couvert quand même plusieurs dimensions, et donc je vais maintenant en fait laisser la parole à Julien de présenter cette première axe sur l'empreinte environnementale du numérique, justement. Bonjour à tous, merci Jean pour l'intro. Je suis très content de passer juste derrière Sylvain, parce que je pense que c'est la parfaite transition. Effectivement, l'empreinte environnementale du numérique, c'est un sujet, et c'est pour ça que notre première proposition, elle est centrée autour de sa réduction, avec trois principaux points qui connectent avec ce qu'a démontré Sylvain, en particulier sur la dimension, le problème lié aux équipements, puisque notre premier point, c'est d'allonger la durée de vie des équipements électriques ou électroniques, en allongeant en particulier la garantie portant de actuellement 2 ans à 5 ans sur les objets numériques. Une deuxième dimension sur les équipements, c'est aussi d'inciter les entreprises, notamment les PME, à privilégier l'équipement reconditionné grâce à un crédit d'impôt à la numérisation durable et égal à 50% des dépenses engagées pour l'acquisition d'équipements numériques reconditionnés, avec Back Market qui fait partie, fleuron de la French Tech, qui est encore une belle actualité. Je pense que c'est une proposition qui me paraît évidente. Et puis enfin, une troisième dimension, plus autour de la formation, parce que la tech, c'est aussi les hommes et les femmes qui la construisent. Et c'est de prôner pour la mise en place de formations obligatoires sur l'empreinte environnementale du numérique, sur l'éco-conception des logiciels pour tous les salariés du numérique, puisque c'est en amenant cette connaissance et cette formation que demain, on pourra éco-concevoir des produits ou des services numériques plus respectueux de l'environnement. Merci Julien. Donc je sais que dans le déroulé, ce qu'on avait prévu pour les intervenants, c'est si vous avez d'une manière assez rapide des retours, des feedbacks sur ces propositions, on vous invite justement de prendre un peu la parole et nous parler un peu de vos réactions face à ces propositions.
Je veux bien me lancer si tu veux, Jean. Je pense que c'est une proposition qui est très importante parce que, avant tout, c'est une question de sensibilisation et d'éducation. On est sur un secteur qui est quand même encore assez récent, qui du coup et qui est grandissant. On en a parlé, le nombre d'emplois va doubler, l'impact, la croissance de ces entreprises est phénoménale et des entreprises qui ont le pouvoir d'intégrer ce genre de problématiques depuis le début. Mais du coup, pour ce faire, je pense qu'il faut les aider à bien comprendre leur impact. C'est plus de mon expérience de vestiaire collectif que de l'expérience de la French Tech. Mais quand on a commencé à se poser la question de l'empreinte environnementale d'une société comme Vestiaire Collective, en fait, on se rend compte que au-delà de la logistique qui paraît quand même assez évidente, il y a énormément de l'impact carbone d'une entreprise technologique qui vient aussi bien des serveurs, avec qui on fait de la publicité et comment. Montrer une pub vidéo, bah oui, ça clique plus, mais ça a un impact carbone beaucoup plus important. Donc, il y a une vraie problématique de mesure et de sensibilisation, je pense, pour pouvoir aider les entreprises à prendre conscience de leur impact et ensuite les mettre sur la voie d'une réduction. Merci Clara. J'ai vu que Sylvain, Oui. je ne sais pas si justement vous voulez faire réagir en fait à cette proposition. Non, c'est cette proposition parfaitement sensée. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est évident qu'il y a un gros effort aussi lié à la sensibilisation qui doit être fait pour tout le monde, hein, que ce soit le particulier, y compris aussi au niveau des entreprises. Il y a au moins un sujet qui doit être abordé, qui n'est pas forcément évident à saisir, et qui fait qu'en fait, on a énormément de mal en fait, à contrôler, à garder les impacts sous contrôle. C'est ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est le fait que quelque chose, comme c'est plus performant, en fait, on va l'utiliser plus. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a les ordinateurs qui calculent plus vite, on va leur demander de faire des plus gros calculs encore. Ce genre de choses. Vous avez un smartphone, vous allez jouer à plus de jeux, etc. Parce que vous pouvez stocker plus, les photos sont plus grosses, etc. Si on n'a pas l'éducation, la sensibilisation nécessaire, on n'a aucun moyen, on ne donne pas les moyens aux gens de maîtriser, de comprendre comment ils jouent sur cet effet rebond malgré eux et qu'ils aggravent la situation. Ça, c'est vraiment fondamental. Et typiquement, ça va jouer aussi sur le renouvellement des matériels. On voit beaucoup dans les entreprises et aussi au niveau des particuliers. L'économie sociale et solidaire a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais c'est fondamental d'avoir des actions qui vont dans ce sens-là, d'une meilleure maîtrise, d'une meilleure compréhension des problématiques pour limiter le plus possible les effets rebonds. Même retour ici, l'effet rebond, la sobriété, comment on fait pour qu'une hypercroissance, ça ne soit pas une hyperinflation des émissions, c'est des enjeux qui sont aussi hyper cruciaux. Chez nous, par exemple, on a évalué la profondeur de marché en impact. On sait qu'on ne pourra pas forcément faire de nouvelles usines derrière celles qu'on fait à Amiens en France, parce que si on l'a fait, on déclenche notre effet rebond et notre solution devient pire que ce que c'était avant. Donc, ça, c'est des vrais enjeux hyper importants à prendre en compte jour 1. Donc, complètement sur le point numéro 3 du 1, hyper important. D'autres réactions? Sinon, je vais passer à la deuxième proposition. Et pour un peu donner les constats pour en fait nous parler de pourquoi en fait on avait en fait arrêté sur ces propositions. En fait on parle beaucoup de la dématérialisation des services publics aujourd'hui qui simplifie d'un côté les démarches pour pas mal d'usagers, mais aussi pour ceux qui étaient à la base exclus numériquement. Ça exclut encore en fait une partie de la population. On voit aussi avec la crise Covid, il y a aussi cette création des nouvelles inégalités entre ceux qui disposent et maîtrisent les outils numériques et ceux qui sont exclus. Et aussi sur un troisième point d'accessibilité. Pour nous, quand on parle d'accessibilité, ça a plusieurs dimensions justement et plusieurs piliers. C'est à la fois, en fait, quand on parle d'accessibilité, non seulement la connexion, l'équipement, mais aussi la bonne maîtrise des usages.
Voilà. Donc, c'est pour, en fait, c'est fort de ces constats-là qu'on propose en fait, de passer vraiment d'une logique un peu 100% dématérialisation à une logique 100% accessibilité. Sur les enjeux d'équipement, de aussi imposer justement aux opérateurs le demande d'une offre qui correspond, je pense, à un service minimum de la téléphonie, de l'accès à Internet, voilà, pour les personnes. Et finalement, un troisième sous-axe qui est plutôt vraiment sur ces questions d'accessibilité. On parle beaucoup de la conception des sites, des applications aujourd'hui, mais il y a aussi dans la conception aujourd'hui certains aspects justement de l'accessibilité pour des situations, des personnes en situation de handicap ou autres qui ne sont pas encore justement en fait toutes mises en place. Donc voilà, c'est un peu sur les propositions dans ce deuxième axe de faire du numérique un levier d'inclusion. Et justement aussi de donner une priorité à l'accessibilité. Je ne sais pas si pour les intervenants, vous voulez aussi réagir à ces propositions. Je peux commencer, je vois le bal sur le sujet. Dans le numérique, de manière générale, on a un sujet qui s'appelle l'éco-conception. Ça ne concerne pas que le numérique. En ce qui concerne le numérique, l'éco-conception et le fait d'aller vers de la sobriété, ça a effectivement un levier très fort au niveau de l'accessibilité. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça permet de donner l'accès aux outils numériques et aux services à plus de monde, parce qu'on peut réutiliser les anciens matériels, ils sont toujours en état de fonctionnement, pourquoi on ne les utiliserait plus? Donc le fait qu'on ait des actes d'éco-conception, ça permet de faire vivre encore plus longtemps le matériel, donc là on reboucle aussi avec le premier sujet. Plus de matériel, c'est-à-dire que le vieux PC de mon grand-père, il peut encore continuer de l'utiliser pour accéder au numérique. Ça, c'est un premier point. Et il y a aussi le fait que ça va le rendre aussi accessible à plus de monde encore. Parce que les vieux matériels, mais aussi le fait que, par exemple, on peut se passer, par exemple, d'une technologie du type 5G. Si on a des outils qui permettent de fonctionner sur de la 3G, de la 4G, modulo le fait de l'avoir déployé partout, le service est disponible partout. On n'a pas besoin d'avoir un énorme outil qui s'appelle la 5G pour pouvoir l'exploiter. Ces propositions-là font parfaitement de sens dans ce sens-là. Merci, Savin. Est-ce que les autres intervenants voulaient réagir à cette deuxième proposition? Je peux peut-être ajouter un petit mot. Je pense que c'est une problématique qui est clé. On voit qu'une grande partie de l'innovation dont on a parlé passe par le numérique et du coup par une accessibilité au numérique. C'est d'ailleurs un des dispositifs qui a été mis en place par le ministre Cédric O récemment, dans les propositions qui ont été mises en place par l'État. Une agence, grâce à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la mise en place de 4000 conseillers, qu'on appelle les conseillers France Service, notamment au milieu rural, qui permettent de redonner cette accessibilité au numérique à tous. Parce que oui, aujourd'hui, il y a encore des populations qui ne sont pas complètement à l'aise avec les technologies, qui n'y ont pas accès pour des raisons de couverture aussi, de l'accessibilité. Et au-delà de donner l'accès à tous, c'est aussi mettre en place les bons réflexes pour les startups afin de pouvoir proposer des services qui sont accessibles à tous, notamment sur le sujet du handicap. On a certaines des French Tech 120 qui travaillent déjà avec des associations comme l'association Valentin AUI, que vous connaissez peut-être, je pense à Doctolib, à Content Square, qui est une association qui sensibilise les acteurs du numérique sur le problème de la malvoyance. Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Il y a d'ailleurs des startups qui se lancent aussi sur ce secteur. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-unes comme la startup Facility, qui vient de la région Aquitaine. Mais c'est vrai que plus tôt on embarque cette logique d'accessibilité dans les produits numériques qui sont conçus par les startups, le plus accessible et le plus facile, le développement est sur ces sujets. Avec la mission French Tech, on a l'ambition de développer des partenariats avec ce genre d'associations pour pouvoir permettre à tous les acteurs de la French Tech d'être sensibilisés, formés sur le sujet et apporter des réponses concrètes à toutes les populations. Merci beaucoup, Clara. D'autres réactions pour cette deuxième proposition?
Oui, Jean-Gabriel, si vous voulez. Oui, ou voilà, allez-y. Ouais. Ah, j'ai vu que vous étiez en fait. Non, ok. Sinon, peut-être j'enchaîne sur la troisième proposition. Donc, Mélanie de Socience. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous présenter cette proposition parce qu'on a beaucoup parlé de tech numérique, mais celle-ci va s'appliquer aussi à la deep tech, donc vraiment toutes sortes de technologies et de transferts technologiques qui viendraient de la science et des laboratoires. Donc, notre troisième proposition, c'est de soutenir l'innovation à impact social et écologique et qui fonctionne en deux grands volets. Un premier qui consiste vraiment à soutenir l'innovation écologique et sociale au même titre que l'innovation technologique. Et pour ça, on propose de créer un statut de jeune entreprise à impact social et écologique sur le modèle des jeunes entreprises innovantes, pour rendre notamment éligibles les entreprises ESUS de moins de 10 ans d'existence à une exonération totale d'impôt sur les sociétés pendant 24 mois et une exonération de cotisation sociale durant leurs 10 premières années d'existence. Voilà, un soutien à l'innovation à impact social et écologique. Et puis, un deuxième axe qui consiste à vraiment s'appuyer sur les financements de l'innovation existants et vraiment les rediriger vers des projets à impact social et écologique. Et donc, pour cela, nous demandons à ce que toute démarche d'évaluation des investissements qui sont consentis au titre des PIA notamment s'appuie sur des critères de sélection définis selon une grille d'impact social, écologique et économique, donc vraiment les 3 piliers du développement durable, intègre de manière systématique et robuste une analyse d'impact social et écologique des projets soutenus. Donc, il ne s'agit pas juste de vouloir des deep tech qui ont un impact, mais d'aller mesurer cet impact et de s'assurer de ce qui se passe réellement une fois que ça a été soutenu et financé. Et finalement, qui favorise aussi le soutien de projets montés en consortium. Donc, on a souvent des consortiums dans la deep tech entre recherche, laboratoire et entreprise. Ici, on voudrait rajouter au sein de ces consortiums des organisations à impact, et donc notamment des organisations de l'ESS. Et donc, d'une manière générale, on souhaiterait que tout investissement qui émane de fonds publics soit soumis à une évaluation d'impact environnemental et social. Par exemple, sur l'exemple de l'Impact Score, qui est un bon exemple, mais qui pourrait aussi être un autre type de grille. Voilà. Merci beaucoup, Malélie. Donc, je pense qu'on j'enchaîne avec les intervenants pour avoir un peu un retour sur leur réaction face à cette proposition. Oui, très clairement, c'est une très bonne proposition. Je pense qu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Donc, il faut y aller, quoi. C'est clairement des innovations à part entière et on a besoin. Et je trouve ça des fois bizarre de voir des projets innovants financés devant des projets sociaux ou écologiques, alors que bon, c'est totalement un jugement de valeur, mais je trouve que ça mérite plus. Donc voilà, non, il faut y aller. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça, pour moi, c'est le sens de l'histoire, quoi. Merci Jean-Gabriel. D'autres réactions? Oui, bonjour. Donc, sur la première, je n'ai pas d'avis, pour être honnête avec toi. Je ne suis pas spécialiste de la fiscalité, mais en tout cas, la question, je trouve, mérite légitimement d'être posée. Sur l'orientation des fonds, je pense que le mouvement est déjà largement engagé. En fait, une part de plus en plus importante des financements vont très clairement sur l'impact écologique, que ce soit de l'investissement, que ce soit du financement. On est clairement aujourd'hui dans une logique do not harm, c'est-à-dire en fait, on ne finance plus aucun projet qui ait un impact négatif écologique. Et clairement, on est en train de s'équiper à la demande de l'État sur des outils qui permettent effectivement de mesurer l'impact. Après, le sujet qu'on a, pour être tout à fait transparent avec vous, et partager mes questions, c'est le sujet
de quel est le bon niveau d'interaction et quelle est la bonne profondeur. Parce que le sujet pour nous, c'est que il faut que les financements soient évidemment qu'on puisse mesurer, mais il ne faut pas qu'on construise, si on se dit les choses, une usine à gaz qui fasse que en fait, ça soit tellement compliqué qu'au fond, l'impact du financement indirectement soit compensé par des contraintes qui empêchent d'une certaine façon la vie normale de l'entreprise, sur lesquelles les choses évoluent et sur lesquelles il faut garder une certaine souplesse. Donc, c'est un peu ça notre question et on va tester, on teste un certain nombre de choses pour essayer de trouver le bon niveau. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on a une très grosse pression de l'ensemble de nos stakeholders, l'État, vous et nos collaborateurs. Encore une fois, j'insiste là-dessus et pour moi, c'est une très saine pression qui eux-mêmes sont voilà. Ensuite, sur l'ESS, c'est un vrai sujet. Nous, on ne finance pas les associations, mais la Caisse des dépôts a un certain nombre d'outils et avait un certain nombre d'outils sur ces sujets de l'ESS. C'est probablement un sujet qui mériterait probablement qui est j'allais dire, je vais dire une bêtise parce qu'en fait, je ne sais pas plus exactement. Je ne sais pas suffisamment ce qui est fait et donc j'allais dire un peu bêtement peut-être que ce n'est pas assez, mais très franchement, je ne sais pas si on en fait assez ou pas, puisque nous, on est assez peu impliqués sur cette dimension ESS, c'est-à-dire pas des entreprises. Après, l'impact social, pour finir, et puisque la question est posée, je pense que là aussi, c'est une question qui va monter. En fait, là aussi, je partage un peu mes interrogations, qui sont des interrogations qu'on partage avec mes collaborateurs. C'est jusqu'où nous, on est vraiment responsables et jusqu'où on devient un peu les gardiens de ça. C'est-à-dire que autant j'entends la nécessité de notre part, vu qu'on finance avec des deniers publics, de rendre compte sur ces sujets, mais j'allais dire jusqu'où on a, nous, la capacité de pouvoir véritablement juger efficacement sur des critères qui sont, si on dit les choses, plus difficiles qu'économiquement. On arrive à le faire sur l'innovation et la technologie parce qu'on a acquis ce savoir-faire. Sur l'ESS, on n'est pas équipé et c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on s'équipe. Encore une fois, jusqu'où on doit être les gardiens de ça, c'est une assez bonne question et j'aime bien ce débat et je dois dire que ça fait très certainement partie des sujets sur lesquels on va avoir à se positionner. Sur l'écologie, c'est parti, ne vous inquiétez pas, la machine est en route et elle est puissante et elle est forte et c'est normal et on doit répondre à ça, ça fait partie de notre job. Merci Paul François et je sais je pense que je commence à voir dans les listes des questions à la fin, donc je pense peut-être on va revenir à certains de ces sujets justement en fait à la fin dans la partie questions-réponses. Donc peut-être je vais procéder comme ça pour terminer la présentation de nos propositions avec le quatrième. Proposition, si on bouge les diapos, voilà, super. Donc peut-être pour parler un peu de ce constat, et je pense que Clara a bien évoqué tout à l'heure le dispositif des conseillers numériques, c'est le déploiement de 4000 conseillers sur les territoires pour justement en fait réagir à des enjeux d'inclusion numérique. Donc, je pense que c'est un gros boost justement pour aller plus loin. Néanmoins, en France, on estime qu'il y a entre 13 et 14 millions de personnes quand même qui sont éloignées du numérique. Ça fait à peu près justement une personne parmi 5. Et c'est un peu justement ce chiffre qui nous amène justement à avoir une proposition socle d'importer en fait justement le maximum de personnes aujourd'hui pour la lutte contre cette fracture numérique. Et aussi d'une part un peu peut-être de nos propres expériences chez Connexio sur le terrain où on voit pour les personnes aujourd'hui qui peuvent plus être en situation d'emploi, qui peuvent justement bénéficier de certains dispositifs de la formation professionnelle, ils doivent facilement recours facilement justement à des formations
pour vraiment les aider à sortir en fait et pouvoir monter en compétence sur le numérique de base aussi. Mais pour les personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi, on parle des jeunes décrocheurs, d'autres personnes qui n'ont pas facilement en fait recours à ces dispositifs, accès justement en fait à ces opportunités. Et donc c'est pour cela en fait on propose justement un dispositif adapté pour les personnes aujourd'hui qui trouvent beaucoup plus difficilement en fait des opportunités, accès à pouvoir bénéficier de en fait justement des dispositifs de formation. Et donc pour avoir ce droit à la formation, droit universel à la formation au numérique. Voilà, donc pour faire court, pour les intervenants, je vous laisse comme avec les autres propositions temps pour réagir à cette dernière proposition. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un bon enjeu. Chez nous, par exemple, on a lancé une école des métiers. Donc nous, on a un numérique particulier dans ce qu'on fait dans nos fermes, qui est le numérique de la chaîne de production, donc le 4.0. Et ça, très clairement, c'est clé. La formation, avoir des gens qui accèdent à ces nouveaux emplois à travers la formation, c'est clé. Sans ça, de toute façon, sans équipe, rien n'existe. Moi, j'avais juste une question. Quand on parle de formation numérique, on doit comprendre la phrase dans quel sens? Est-ce que c'est pour que les gens puissent après savoir plus de choses sur les outils numériques et les développer ou je ne sais quoi, ou utiliser les outils du numérique pour faciliter l'accès à la formation? Je pense qu'il y a besoin peut-être à plusieurs niveaux, mais dans ce contexte spécifique, quand on parle de justement fracture numérique, c'est des personnes qui sont, quand on parle aussi, j'ai vu un commentaire dans le chat sur les éloignés du numérique, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas forcément les bonnes maîtrises sur les usages. Donc l'adoption des nouveaux outils, vraiment pour les démarches administratives, on parle de l'accès aux droits, et aussi sur les fonctionnements de base, les outils numériques qu'on utilise dans la vie professionnelle. D'accord. Alors, je ne vais pas forcément me faire des amis, y répondre clairement, apporter une pierre forcément très constructive au débat. Après, je ne sais pas, c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que le numérique est la vraie réponse à la fracture numérique? Voilà. Est-ce que le fait de mettre tout en numérique, est-ce que c'est la vraie bonne question ou pas? Tout à l'heure, tu parlais de personnes qui effectivement étaient peut-être un petit peu sur le banc de la société parce que problème d'insertion, etc. Je ne suis pas sûr pour ces personnes-là, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, donc il faut vraiment le voir avec les spécialistes. Est-ce que l'outil numérique est une vraie réponse pour ces gens-là? Je ne sais pas, c'est juste une question que je pose. Et je pense que bien répondre à cette question, c'est aussi bien faire une proposition solide sur ce volet 4. Merci. Donc, je pense que je propose, peut-être pour avoir fait un peu le tour de nos propositions, et aussi merci beaucoup à nos intervenants pour leurs réactions, leurs réponses, et aussi à la présentation justement en fait au début. Donc, je propose que peut-être, je sais qu'il y a pas mal de questions et qu'on avance sur les questions. Peut-être je vais essayer de prendre en ordre d'arrivée. Il y a des questions peut-être un peu plus spécifiques. Je vois plusieurs questions pour François. Donc, je ne sais pas si, en fait, pour nous, si on essaie d'avoir plusieurs questions, je vais essayer de vous poser 2-3 au même temps. Voilà. Et comme ça, en fait, vous pouvez en fait un peu reprendre en ordre. Je sais qu'il y a une question sur la stratégie. Donc, quelle est votre stratégie sur la réorientation du financement vers la durabilité, que aujourd'hui nos licornes ne sont pas tous très pertinents pour une croissance plus vertueuse. Donc, ça, c'est une question de Sophie. Il y a une deuxième question aussi sur, je pense que peut-être 2 questions, je vois, sur les outils aujourd'hui. Peut-être quels sont des types d'outils concrets qui sont mis en place par la BPI, et est-ce qu'il y a des outils qui existent aussi pour les TPE?
peut-être que je commence avec ça pour François. Oui, très bien. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en phase de transformation. D'ailleurs, on essaye de le rester au mesure aussi que le système évolue et donc nos questions, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 5 ou 7 ans. C'est ce que j'essaie de partager en toute transparence avec vous. Et donc, pour répondre à la première question, nos outils aujourd'hui, d'ailleurs, encore une fois, c'est une demande aussi de l'État, hein, puisque nous sommes aussi un acteur qui est, j'allais dire, au service d'une politique publique. Elle est clairement dans une réorientation très forte sur ces sujets, en particulier de tout ce qui est green et en particulier de tout ce qui est green tech. Et de façon générale, je te disais tout à l'heure sur les deep tech qui embarquent aussi des sujets autour de la santé, au fond des sujets qui correspondent extrêmement bien pour la plupart d'entre eux à un certain nombre de préoccupations qu'on voulait avoir. Ces technos, elles sont souvent dans les labos. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce plan il y a 2 ans, qui est le plan Deep Tech, pour essayer d'accélérer les sorties et qu'on a des financements importants de l'État et des outils ad hoc qui se mettent en place pour financer ces différents outils. Et je vous disais tout à l'heure, mais j'insiste aussi là-dessus, ce n'est pas que sur la tech, on a un énorme enjeu sur les PME et les ETI, quoi, hein. Et évidemment, on a un prisme très fort sur la tech, mais d'ailleurs, c'est l'opportunité aussi de les connecter, hein. Nous, on appelle ça tech et fab. C'est comment on met aussi la tech et les techs qu'on est en train de développer au service de la transformation des industries traditionnelles, les deux pouvant faire synergie. Ensuite, sur les outils, on a différents types d'outils. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de vous faire un grand plan de tous nos outils parce que vous allez avoir mal à la tête et que ce n'est pas tout à fait notre ambition ce soir. En fait, des outils, c'est des outils de financement qui sont gérés principalement dans nos directions régionales avec des délégués et chargés d'affaires et innovation. Et puis, il y a des appels à projets. Alors, il y en a beaucoup. On a un gros sujet, c'est comment on les met en évidence parce que l'État est en ce moment, a beaucoup de moyens, ce qui est une bonne nouvelle, mais on a beaucoup d'appels à projets, dont des appels à projets d'ailleurs qui sont gérés parfois avec l'ADEME, ce qui ne simplifie pas tout à fait la vie des entreprises, mais il faut essayer de trouver les solutions. Et donc je vous appelle à regarder sur le site de BPI France où il y a un accès à ces différents appels à projets pour un certain nombre de financements. Et puis ensuite, on a de plus en plus de fonds. Et notre métier principal dans les fonds propres, c'est quand même de financer des fonds d'investissement qui soient des fonds d'investissement privés. Donc, on met beaucoup de moyens pour pousser les fonds privés. Parce que nous, évidemment, on peut en faire beaucoup, mais honnêtement, ce n'est pas un modèle tout à fait soutenable. Si l'État commence à investir massivement dans toutes les startups, dans toutes les entreprises, ça ne fait pas un système qui, de notre fenêtre, vole très longtemps. Donc, on est prêt à surjouer, on le fait avec plaisir. Mais en fait, notre ambition, c'est quand même de faire une économie financière qui soit autour de ces sujets, qui soit d'ailleurs une économie rentable, hein. L'enjeu, c'est que si on veut réussir, c'est qu'il faut que ce soit une économie qui permette aux financiers d'investir là-dedans. Et donc, on fait un gros effort pour essayer de créer un écosystème de fonds privés qui soit rentable et qui investissent de plus en plus dans ces technologies. On est au début, pour être clair avec vous. Pour ceux qui se rappellent, en 2014-2015, c'était quand même moins rigolo qu'aujourd'hui. On n'était pas sûr qu'on allait y arriver. Et donc, on est sur ces sujets aujourd'hui des green tech, de façon générale de l'impact ou de la santé ou des deep tech. On est comme en 2014-2015. Et donc, on pousse, on tire, on essaye de trouver le maximum de solutions. On n'en trouve pas toujours, c'est frustrant. Mais je crois que les échanges de ce soir montrent qu'on va y arriver parce que tout le monde s'y met et que, en fait, entre les entrepreneurs, la puissance publique, les écosystèmes, les corporates, et tout le monde est en train de pousser. Donc moi, je suis hyper optimiste. C'est le passage un peu dur en ce moment, pour être honnête avec vous, parce que l'ambition est forte et on n'a pas encore tous les outils, tout ne fonctionne pas aussi bien, mais on va y arriver et j'en suis intimement convaincu. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai quelques questions ici pour Sylvain. Donc, je pense qu'il y a une question sur avez-vous évalué la place du numérique pour les générations à venir, un peu une question un peu plus voilà, sur ça. Et ensuite, il y a une question aussi sur la prise de conscience, parce que je pense suite à justement des choses que vous avez évoquées, il y a un gros travail justement d'acculturation et sensibilisation au numérique responsable auprès de startups même impact, mais comment on peut accélérer justement cette prise de conscience? Alors, merci pour ces questions. Sur la première question, je ne sais pas quoi bien répondre, je n'ai pas d'éléments particuliers.
Encore faut-il savoir ce qu'on entend par effectivement, la place du numérique. C'est pas, enfin, moi, j'ai pas de réponse particulière à apporter. C'est une réponse. La réponse, elle doit être collective. C'est un peu le sens aussi du questionnement qu'on pose au Shift. Il faut tous que collectivement on se pose des questions sur la place du numérique. Il y a plein de choses, hein, du numérique dans nos vies, pour justement voir ce qu'on veut, pas tellement pour aujourd'hui, effectivement, mais plutôt pour les générations futures. C'est un débat qui devrait être mené. C'est un débat qui devrait être mené à l'échelle d'une société. Savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire du numérique, où est-ce qu'on veut aller avec ce numérique et à quoi il va ressembler dans 20 ou 40 ans. C'est un vrai choix, un vrai débat social, sociétal qu'il faudrait avoir, oui, tout à fait. Et je n'ai pas de réponse. Quant à la prise de conscience, alors ça pourrait mériter effectivement une conférence à part entière. Le sujet, quand on a rédigé le rapport, on parlait surtout aux entreprises. Ce qu'on dit effectivement, et ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait avoir effectivement une sensibilisation globale de l'ensemble des acteurs, pas que dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a des manières assez particulières d'aborder le sujet, parce qu'il y a aussi une structure qui fait qu'on a de la formation continue, des choses comme ça. On peut jouer sur des incentives, hein, des éléments de motivation en français, pour orienter les choses et faire en sorte qu'un certain nombre de personnes soient formées, etc. Il y a des choses qui viennent et qui devraient venir dans le cadre de la loi Rennes, si je ne me trompe pas, où on va demander à ce que les universités et les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc., forment, aider des modules liés au numérique et à la sobriété numérique. Il faut savoir que c'est des actions qu'après un certain nombre de personnes individuellement font et vont dans les écoles d'ingénieurs, les universités pour donner des cours. Et après, il y a aussi la fresque du numérique, qui est un super outil qui peut être utilisé à différents niveaux pour expliquer les enjeux du numérique. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la fresque du numérique, je vous encourage à aller voir. Il y a des ateliers qui peuvent se faire beaucoup en ligne en ce moment, forcément avec la crise Covid. Mais c'est un outil qui peut être intéressant pour sensibiliser les gens, y compris même aussi au niveau des collèges ou des lycées. Merci Sylvain. Et aussi peut-être pour revenir sur une des questions, je pense que j'ouvre ça en fait à tout le monde, même aussi à Mélanie et Julien aussi. Je vois qu'il y avait plusieurs questions justement notamment et peut-être pour en fait aussi révoquer les questions posées aussi par Jean-Gabriel sur est-ce que vous avez aussi, si on doit un peu justement aller sur cette définition de la tech for good, est-ce que la tech était forcément for good et comment vous définirez? Voilà, donc je laisse ça un peu ouverte qui veut prendre cette question. Je peux peut-être démarrer. Je pense que la raison même pour laquelle on fait ce genre de débat et d'intervention, c'est que non, la tech n'est pas for good forcément. Et du coup, quand on parle de tech for good, alors après, tous les acteurs vont avoir des définitions un peu différentes, mais nous, là où on se positionne, c'est la recherche d'un impact social ou environnemental positif grâce aux outils de la tech, et donc ça peut être la tech numérique, mais on en a parlé, ça peut aussi être les deep tech, ça peut aussi être ce qui sort des laboratoires. Et donc pour nous, c'est ça une tech for good. C'est pas toute la tech, et c'est une tech qui est vraiment à la recherche d'un impact positif par son cœur de métier. Si quelqu'un veut compléter. Oui, tout à fait. Merci d'avoir lancé. Je reviens un peu sur ce que disait Jean en début de conférence. Je pense que la tech for good, c'est aussi le côté se poser la question de voilà, une fois qu'on a la rentabilité et qu'on fait vivre l'entreprise parce que on a de quoi payer tout le monde. Pourquoi on est là? C'est aussi le sens du pourquoi. Donc, en tout cas, c'est mon interprétation personnelle. Le côté for good, c'est le côté questionnement incessant sur c'est quoi la bonne place de son activité, de sa contribution dans le monde. Donc, voilà, c'est ouvert. Hein. Je pense que c'est un questionnement qui ne s'arrête jamais. Et pour moi,
clairement, c'est encore une fois une question auquel j'essaye de répondre quand ma maman me demande mais à quoi ça sert ce que vous faites et c'est une assez bonne question. Moi, je ne crois pas, pour être direct avec vous, que typiquement un outil comme BPI France, il est là pour faire for good. Je pense que c'est compliqué, en fait, quand on est dans des choses que je comprends très bien, mais qui sont en fait des questions sociétales, en fait, qui ramènent à des choix de société, à des choix individuels. Et moi, je suis toujours un tout petit peu réticent à considérer que, typiquement, du haut de mon bureau, si on prend les choses comme ça, c'est moi qui dois décider où est-ce que doit être le goût de la société. Je suis très mal à l'aise, pour être clair avec ça. Donc, on essaye d'y répondre par des choses qui sont appréhendables et plus objectivables. Et je pense que petit à petit, au fur et à mesure que la conscience, les outils progressent, nous, on peut ensuite les appréhender. Mais le climat, bon, là, on voit qu'on a quand même des outils maintenant pour mesurer l'impact, pour mesurer un certain nombre de choses qui permettent, nous, ensuite, d'avoir des outils concrets qui nous permettent de mesurer, encore une fois, ces sujets-là. On voit typiquement sur la diversité, en particulier l'égalité homme-femme. On a une saine pression aussi pour avoir un financement plus équilibré. On voit bien que dans la tech, c'est des sujets importants. Donc là aussi, on commence à mesurer typiquement les financements entre les sociétés qui ont des équipes mixtes ou des équipes féminines. Et ça, c'est appréhendable. Et donc voilà, juste pour repartager que je crois qu'il faut faire attention. En tout cas, moi, j'essaye de trouver ce bon équilibre, de ne pas non plus nous donner des responsabilités qu'on n'a pas ou qu'on ne saura pas mettre en place de façon durable et intelligente. On a des moyens importants et on en est bien conscient. Mais moi, un de mes sujets, c'est qu'on les utilise dans des choses qui ne soient pas des décisions individuelles qui soient au gré de Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'on a un devoir au maximum, et c'est compliqué d'avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible et le plus durable possible. Donc, ça ne peut pas être sur la base de 2-3 individus qui, tout d'un coup, décident ce qui est good ou pas good. En tout cas, moi, j'y suis extrêmement attentif et je crois que c'est mieux pour vous. Merci beaucoup. D'autres personnes qui souhaiteraient répondre à cette dernière question, réflexion assez profonde. Je vois qu'on a en fait des questions encore plus larges, la place du numérique dans la société, comment on y arrive ensemble. Ouais. Je vais devoir vous quitter, moi. Merci. Merci pour tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Imagine si je peux peut-être partager cette question de la Tech for Good, Oui, je pense qu'elle est centrale, vu que c'est quand même aussi ce qui nous relie aujourd'hui. Je pense qu'initialement, la Tech for Good, on va avoir tendance à la définir par ce que disait Mélanie, des solutions tech, digitales, numériques, peu importe quelle version de la tech, mais qui vont accélérer la transition vers une société plus durable, plus responsable, plus équitable, plus diverse. Et je pense qu'il y a un point qui est important, qui est en continuité de ce que disait Paul François. Je pense que c'est vrai que pas forcément toutes les entreprises se doivent d'avoir pour but que de créer une solution qui va accélérer cette transition vers ça. C'est un peu une platitude ce que je vais dire, mais on aura toujours besoin de chauffer, de manger, etc. Et on n'a pas besoin d'avoir exclusivement des entreprises qui vont produire de l'énergie ou des aliments en disant en fait il y a une finalité. Non, simplement voilà, apporter un service, c'est déjà quelque chose d'important. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est important que demain, il y ait, dans la façon dont on aborde ça, lorsque je vais produire de l'énergie, je vais produire de l'alimentation ou n'importe quel autre service ou produit, peu importe, je vais avoir une réflexion sur mes impacts. Et même si je ne suis pas for good, je suis au moins neutre. J'ai une réflexion sur mon impact carbone, j'ai une réflexion sur mon impact social, au sens, est-ce que j'emploie autant d'hommes que de femmes, est-ce que j'ai une égalité des salaires, est-ce que j'ai une place pour des personnes issues de la diversité, pour les sujets du handicap, l'accessibilité, etc. Et c'est peut-être aussi un rôle qu'on peut avoir en tant que Tech for Good que d'être exemplaire, de montrer une voie vers ça. Et moi, je suis assez impressionné par ce que disait Jean-Gabriel sur le potentiel déclenchement d'un effet rebond. Et donc, du coup, de ne pas construire potentiellement une usine, c'est un choix qui est complètement absurde dans notre vieux modèle de croissance à tout prix.
et qui est hyper courageux. Et demain, comment est-ce que c'est quelque chose qui devient infusé dans toutes les entreprises? Ce serait peut-être ça une belle, un bel résultat de cette communauté Tech for Good qu'on essaie de porter. Non, je pense qu'il y a en fait vraiment des vraies réflexions en fait et pour tout le monde aussi de vraiment participer à ça. Donc je pense qu'avec 1 minute qui reste, je vais pouvoir en fait plutôt faire une brève conclusion sur un peu tout ce qu'on avait évoqué. Je sais que parmi les différents sujets, on avait parlé en fait un peu des enjeux de risque, les enjeux environnementaux et sociaux. On avait parlé aussi, quand on parle de numérique aussi, il y a des enjeux aussi d'accessibilité, bien sûr la diversité. Il y a des questions aussi sur l'innovation, comment on va continuer en fait à soutenir et aussi avec ça, comment on va avoir en fait plus justement en fait une sensibilisation en prise de conscience aussi pour en fait quand on parle de croissance, quand on parle de en fait de différents en fait challenges qui sont devant nous. Et un dernier aussi, le pour qui et avec qui on fait ça aussi. J'avais vu des échanges dans le chat sur le fait d'avoir des collectivités, les startups, les licornes, les PME, les outils. En fait, tout le monde, je pense, qui est très engagé sur les enjeux. Et après, je pense que ce qu'on peut-être c'est pas concrète comme retour, mais pour nous, c'est de voir comment on peut tous aller encore plus loin. Je sais qu'il y a des sujets qui vont, parmi les différents sujets qui vont venir, c'est des sujets sur lesquels on va toujours, je pense, discuter dans les prochaines années, les prochaines décennies, justement sur l'impact du numérique dans notre société à plusieurs dimensions. Donc, je pense qu'il y a aussi une place pour continuer en fait à discuter et chercher les réponses ensemble. Donc, je remercie les intervenants, je remercie les ambassadeurs de notre task force Tech for Good, de l'équipe Impact France qui avait aidé à organiser ça, et aussi nos membres d'équipe, Estelle surtout, qui avait aidé à organiser aussi de côté Connexion pour l'événement. Donc, je vous souhaite tous une très bonne soirée et à bientôt pour justement continuer la discussion. Merci à toi, Jean. Merci pour tout. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci à tous.